Bienvenue à la version 2011 du cours de la chaire Théorie économique et organisation sociale, consacrée, comme vous le savez, cette année à fiscalité et assurance sociale. Acceptez d'abord tous mes vœux pour l'année qui vient de commencer. Et je vais entrer dans le vif du sujet, revenir dans le vif du sujet, ou plutôt vous réintégrer petit à petit dans le vif du sujet en vous rappelant un petit peu de tous les sujets qu'on a abordés l'an dernier, en essayant de récapituler. Alors je vais essayer de récapituler. Ce qui est écrit au tableau est assez clair. Qu'avons-nous appris ? Bonne question. Je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre alors de façon... il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a éventuellement appris. Alors, je vais d'abord essayer de vous rappeler les modèles qu'on a explorés. Ce cours est un cours de théorie économique que je vous propose des modèles. Les modèles sont des maquettes du monde, sont des sortes de paraboles. Elles ont l'inconvénient d'être trop simples, l'avantage d'être suffisamment peu compliquées pour qu'on les comprenne, ou qu'on essaie de les comprendre. Et donc, la première chose, je passerai en revue la galerie de modèles que l'on a explorée la fois dernière, sur laquelle on est entré la fois dernière. Ensuite, je me dirais, bien, après tout, qu'est-ce que ça change à notre conception du monde ? Les économistes ont des idées sur le marché, c'est que je vous avais présenté au début. Ces idées sont assez liées d'une certaine manière, à l'arrière-plan, il y a ce que je vais appeler les théorèmes centraux de l'économie du bien-être, le premier et le deuxième théorème, qui nous disent jusqu'à un certain point les marchés fonctionnent bien, louent bien les ressources, jusqu'à un certain point et dans une certaine mesure. Et ces énoncés sont, au fond, ce que j'avais appelé la culture du first best, qui est encore extrêmement dominante dans la profession, je crois. Alors la question que je vais me poser dans une deuxième partie, c'est dans quelle mesure cette culture du first best a été édulcorée, restée intacte, ou dans quelle mesure on y a substitué une culture que j'appellerais une culture du second best, qui prend en compte l'ensemble des choses qu'on a faites ici. C'est-à-dire, je me demanderais si on a changé de culture, ou si fondamentalement il est très difficile de faire émerger une culture alternative. Donc c'est le deuxième point. Alors évidemment, troisième, si je voulais aller plus loin, derrière tout ça, évidemment, si j'ai ces modèles et si j'ai fait ça, je fais un cours de théorie, bien sûr, à l'arrière-plan de tout ça, ou plutôt au débouché de tous ces modèles, ou plutôt ces modèles sont justifiés, ont été étudiés pour essayer de comprendre des questions de politique économique. Donc je parlerai un petit peu des questions de politique économique sous-jacentes. Quand je dirais un petit peu, parce que je n'entrerai pas dans le cœur des sujets, je parlerai, alors je commencerai aujourd'hui, mais je le ferai plus spécialement la prochaine fois, du problème de la taxation des bas revenus, ou de soutien aux bas revenus, sans cependant mettre complètement la main dans le cambouis, parce que c'est évidemment un sujet qui, si on veut vraiment traiter des sujets de politique économique qui sont dans le débat public, il faut regarder dans le détail la manière dont fonctionne le système, par exemple le système français de redistribution ou de taxation des bas revenus. Ça, je ne le ferai pas, c'est pas l'objet de ce cours, mais malgré tout, ce sont les questions qui sont en aval, plutôt qu'en amont d'ailleurs de ce que je vais dire, ou en amont dans une certaine mesure, puisque ce sont elles qui ont suscité le travail que je vous ai présenté. Première chose, donc, on va au plus abstrait. Donc, je vous rappelle simplement les modèles. Alors, les modèles, c'est des êtres familiers. Le modèle que je vous avais présenté, que j'appelle DMG, c'est-à-dire Diamond Murley Général, c'est un modèle dans lequel il y a de la fiscalité linéaire. Alors, c'est un modèle d'équilibre général, dans lequel il y a un nombre quelconque de biens privés, dans lequel il y a éventuellement des biens collectifs. Les biens privés et les biens collectifs sont deux catégories polaires des biens. Entre les deux, il y a des choses un peu intermédiaires, mais dans lequel il y a des biens... J'avais mis l'accent sur les biens privés, et dans lequel la fiscalité est linéaire dans les termes que j'avais définis, c'est-à-dire que grosso modo, il y a une différence entre le prix à la production d'un bien et son prix à la consommation. Cette différence est liée à une taxe, par exemple une taxe ad valorem, c'est un certain pourcentage du prix à la production, une taxe spécifique, c'est une certaine différence entre le prix à la production et le prix à la consommation, mais fondamentalement, ça reste linéaire, c'est-à-dire qu'au prix donné, vous pouvez acheter autant que vous voulez. Vous êtes dans la logique de l'équilibre général. Alors évidemment, au prix à la consommation donné. De même, les entreprises peuvent transacter autant qu'elles veulent au prix donné, mais au prix à la production donnée. Donc en fait, dans ce modèle, et donc il y a des prix à la production. Alors si j'arrive à...
Il y a donc des prêts à la production que je note P, des prêts à la consommation. Il y a un vecteur de taxes. On ne va pas entrer dans le détail ni dans le détail du travail analytique, mais il y a un vecteur de taxes qui a autant de dimensions qu'il y a de biens, bien sûr. Et fondamentalement, ce qui est dans ce modèle, c'est que tous les agents finaux, c'est-à-dire les consommateurs, ont un ensemble budgétaire qui est identique. Et cet ensemble budgétaire, il est donné par... il est défini par deux ingrédients. Premièrement, c'est un transfert forfaitaire uniforme qui est donné à tous les agents, ou un prélèvement forfaitaire uniforme. Et ensuite, étant donné ce prélèvement, vous pouvez transacter autant que vous voulez au système de prêt à la consommation. Un système de prêt à la consommation qui touche aussi bien les biens que vous consommez que les biens que vous offrez sur le marché éventuellement. Il y a d'ailleurs des problèmes de normalisation dans lesquels détail je ne suis pas entré, mais qui sont intéressants. Alors, donc, en fait, dans ce monde, tous les agents ont le même ensemble budgétaire, fondamentalement. C'est ça qui le caractérise. Ça, c'est conforme à ce que j'avais appelé le principe de taxation. Quand vous voulez intervenir dans une économie complexe, que vous mettez du point de vue du gouvernement, le principe de taxation indique que la seule manière de tirer, vous ne pouvez pas tirer plus d'informations que vous ne pourriez le faire en utilisant des ensembles budgétaires identiques pour tous les agents, et éventuellement conditionnés par l'information spécifique et observable ou vérifiable que vous pouvez obtenir des agents. Donc là, c'est un peu un cas polaire. Alors, le secteur productif, lui, est concurrentiel. État de P est l'offre du secteur productif, c'est un vecteur qui dépend de P. J'ai mis une entreprise publique témoin qui produit Y de G, et Monsieur I, eh bien, il maximise son utilité sous sa contrainte budgétaire, qui, comme je l'ai dit, dépend des systèmes de prêt à la consommation, du revenu forfaitaire grand R qui lui est donné, si bien que j'ai un modèle d'équilibre général, avec les équations d'équilibre étant extrêmement simples. Donc il est associé au vecteur de prix P à la production, au vecteur de prix P à la consommation, au niveau grand R de transfert forfaitaire uniforme, éventuellement au niveau de biens collectifs que je n'ai pas mis dans le débat pour l'instant. Et les équations d'équilibre, c'est que l'offre égale la demande sur tous les marchés, et l'offre, c'est état de P, ce qu'offre le secteur productif concurrentiel, plus Y de G, ce qu'offre éventuellement le secteur public témoin. Et c'est égal à la demande qui vient des consommateurs, qui est un vecteur, qui est la somme des vecteurs des demandes individuelles, qui est D de pi et de R. Donc c'est extrêmement simple. Alors, petit point technique, soit je suppose que les ensembles les producteurs sont à rendement constant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de profit pur, c'est-à-dire que, évidemment, ils ont des profits au sens où ils rémunèrent leur capital, bien sûr, mais ils n'ont pas de profit pur au sens où des profits qui sont liés au rendement décroissant. Et évidemment, l'idée est que j'ai une production publique témoin. La question que je me pose, c'est, imaginons que, la question que je vais me poser, qui est à l'arrière-plan, est de savoir, imaginons que j'ai un secteur public, je ne m'interroge pas sur le fait qu'il soit éventuellement plus ou moins productif, etc. Quel système de prix je lui donnerais? C'est la question du calcul économique. Quel est le bon système de signaux à lui donner? Est-ce qu'il est différent du système de signaux que je donne au secteur privé ou pas? Alors, voilà le modèle. Alors, les résultats, le modèle, on l'a regardé dans tous les sens. La première manière d'essayer de comprendre ce qui se passe, c'est de prendre le point de vue que j'ai appelé de la réforme fiscale. C'est-à-dire de se mettre en un équilibre et puis de regarder ce qu'on peut faire en bougeant un petit peu les choses autour. Quand on a compris ça, on comprend ce qu'est un optimum, c'est-à-dire un point dans lequel un équilibre... Ah, ça c'est assez difficile. Je vais redémarrer ultérieurement si vous ne voyez pas d'inconvénient, mais encore faut-il que... Donc voilà le modèle. Donc je vous dis, il est assez facile de comprendre ce qu'est un optimum. Alors un optimum, c'est quoi? Un optimum au sens d'une fonction de bien-être social qui arbitre entre les intérêts divergents des agents dans l'économie, fonction de ou plus généralement. Enfin, ces résultats sont valable pour tout État efficace au sens de Pareto de second rang, c'est-à-dire tout État dans lequel je ne peux pas améliorer le sort de tout le monde localement. Et donc il y a deux types de résultats dans le modèle de Diamond-Morley. Il y a les formules de fiscalité optimale qui ont cette allure, sur lequel je reviendrai, que j'avais longuement discuté, je vous avais même fait des matrices, etc. Donc ça, qui disent que le vecteur des taxes, alors ça c'est la formule de Ramsey à plusieurs personnes, qui me dit que si je multiplie le vecteur des taxes par la variation de la demande, alors c'est la demande du secteur productif, mais la demande compensée pour le bien K
Ça, c'est le vecteur de demande compensée du bien K par rapport à l'ensemble des prix des biens. Eh bien, c'est égal à quelque chose qui dépend du bien K, qui est une somme pondérée. Donc, ce premier membre ici, divisé par xk, est lui-même égal à une somme pondérée de sigma de nuage, qui sont des coefficients que je donne à chacun des agents, ou plutôt des coefficients qui émergent à l'optimum pour chacun des agents, que j'appelle la valeur sociale nette du revenu de monsieur H, multiplié par les ratios de la consommation de monsieur H en bien K sur la consommation totale de bien K. On avait appelé ça la covariance entre les utilités marginales sociales nettes des revenus et les parts de consommation des agents. Alors ça, c'est des formules assez générales, que l'on peut décliner dans beaucoup de cas. Si vous voulez comprendre ces formules, il faut évidemment prendre beaucoup de cas particuliers, essayer de comprendre ce que ça veut dire, et peu à peu, vous pouvez essayer de voir ce que ça veut dire. Enfin, vous pouvez vous acquérir une certaine intuition. Le deuxième grand résultat, c'est qu'il y a efficacité de la production. C'est un résultat sur lequel je vais revenir également. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que exprimé dans le terme, par exemple, de mon entreprise publique témoin, le système de prix que je devrais lui donner, le système de prix pour le calcul économique publique, c'est le système de prix à la production. Je n'ai pas intérêt, dans le secteur de productif, d'avoir une inefficacité globale qui serait liée au fait qu'il y a, par exemple, deux systèmes de prix là-dedans. Donc ce sont les deux résultats du modèle de Diamond-Morley, sur lequel on va revenir longuement. L'efficacité de la production, évidemment, c'est un résultat intuitivement important, c'est un résultat qualitativement important sur lequel je vais revenir pour savoir si je dois y croire ou pas. Alors, quand je reviens sur les modèles qu'on avait explorés, vous vous souvenez certainement qu'on avait regardé, là je suis dans un modèle à un nombre quelconque de biens, on avait regardé une version à deux biens. Version à deux biens. Le premier bien, c'est le bien de consommation. Le deuxième bien, c'était ce que j'appelais le travail efficace. Il y avait une seule catégorie de travail dans l'économie, c'est-à-dire que chacun avait éventuellement, les gens avaient éventuellement des productivités différentes en termes de ce travail, étaient capables d'en fournir pour une heure pour une heure du temps qu'ils donnaient, ils étaient capables de fournir des quantités différentes de ce travail efficace, ce qui voulait dire qu'il y avait des productivités différentes, mais il y avait un seul type de travail. Donc j'ai un monde à deux biens. Donc j'ai le monde de Diamond-Morley à deux biens. C'est aussi... donc il y a une seule catégorie de travail qui est le travail efficace. Donc ce que j'ai mis sur ce diagramme ici, c'est le barème fiscal qui associe à un niveau de revenu avant impôt. La quantité de travail efficace, c'est avec un salaire de 1, qui lui-même est associé au fait que le prix de bien de consommation a un prix de production égal à 1, qui est simplement une règle de normalisation. Donc ici, vous avez donc le revenu avant impôt. Ici, vous avez le revenu après impôt. Et le revenu après impôt est égal à la consommation, puisque tout le prix du bien de consommation est égal à 1. Et donc, vous voyez ici un barème fiscal qui vous dit que vous avez... Si vous n'avez pas de revenus, vous obtenez avant impôt, vous obtenez quand même grand R de revenus après impôt. Et ensuite, au fur et à mesure où vous avez du revenu avant impôt, eh bien vous en avez, il est taxé au taux petit t, c'est-à-dire que vous en gardez 1 moins t%. Alors qu'est-ce que c'est grand R ? C'est ce qu'on appelle parfois, si on revient un peu plus de la politique économique, une allocation universelle. Et qu'est-ce que c'est petit t ? C'est ce qu'on appelle le taux plat, c'est le flat tax anglais, c'est-à-dire que c'est une contribution sur le revenu qui est à taux constant. Alors ce que vous voyez bien sûr sur ce diagramme, c'est que tant que vous êtes en dessous de L0, eh bien vous recevez du système, et au-dessus de L0, vous contribuez au système, étant entendu que l'ensemble des contributions est égal à l'ensemble de ce qui est reçu. Cette taxe petit t, d'ailleurs, dans le modèle que j'ai ici, c'est une taxe sur le revenu. Ça pourrait être également une taxe sur la consommation. C'est simplement une question d'interprétation. Ici, revenu et consommation sont complètement linéaires. Donc, je ne peux pas dire que c'est spécialement un impôt sur le revenu ou un impôt sur la consommation. Enfin, la partie grand R est évidemment un côté un petit peu différent, mais en ce qui concerne la taxe petit t, c'est à la fois, je peux l'interpréter comme une taxe sur la consommation, comme une taxe sur le revenu ou une taxe sur la consommation. Alors quels sont les résultats dans ce modèle ? C'est les cas particuliers des résultats généraux, c'est tout. Et donc on les avait regardés en faisant l'hypothèse une hypothèse
d'effet revenu très particulier, c'est-à-dire que l'effet revenu était tel qu'il est entièrement concentré sur le bien de consommation. Ça veut dire que quand j'ai si on me donne une unité de revenu de plus, la seule chose que je fais, c'est que je le consomme. Je ne vais pas changer, je ne vais pas modifier mes choix d'offre de travail. Donc, sous l'hypothèse d'effet revenu extrêmement simple, ce qui correspond à une utilité linéaire par rapport au bien de consommation, eh bien, on a la formule suivante, qui est simplement la version unidimensionnelle de la formule plus compliquée que j'avais ici, qui dit T dm sur dpi, où dm sur dpi, cette fois, c'est la demande compensée c'est l'offre compensée au signe près, c'est l'offre compensée par rapport au prix du travail efficace, et qui est égal à sigma de mu h moins 1, où mu h, c'est cette fois la valeur sociale marginale du revenu brut, c'est-à-dire la valeur que, implicitement à l'optimum, j'attribue au fait que monsieur h est une unité de consommation de plus. Moins 1, c'est pour tenir compte de la valeur nette, parce que si je donne une unité de revenu à cet agent, ça me coûte 1, à cause de l'effet revenu, ça prend une valeur très simple, et multiplié par grand LH. Donc c'est la formule absolument standard, simplement un peu simplifiée. Alors vous voyez qu'on trouve, par exemple, on va trouver les deux cas qui sont évidents à partir de cette formule. Le cas où on se moque de la redistribution, et dans ce cas, tous les mu h sont égaux à 1. Et on a TDM sur dpi égale 0, donc petit t égale 0. Si on ne s'intéresse pas à la redistribution, il n'y a absolument pas à faire de redistribution, ce qui n'est pas ce qu'il fallait démontrer. Et le deuxième cas dans lequel on s'intéresse au contraire à l'agent le plus défavorisé, en supposant d'ailleurs qu'il ne fait absolument rien, c'est-à-dire qu'il a un LH égale 0. Et donc on a mu h égale 0 pour l'autre, qui fournit l'ensemble du travail. Et à ce moment-là, on trouve la formule qu'on appelle de l'optimum de Rawls, que j'avais indiqué, dans lequel, d'ailleurs, dans cet exemple-là, c'est, je crois, T étoile égale E sur 1 plus E, je ne sais plus, ou quelque chose comme ça. Enfin, si E égale 1, c'est égal à 1,5, je peux vous le dire tout de suite, mais ma formule n'est sans doute pas juste. Et ce qui correspond à un autre cas dans lequel les objectifs redistributifs sont on ne peut plus redistributifs, au sens de Rawls, c'est-à-dire que la seule chose qui nous intéresse, c'est de maximiser le bien-être de l'agent qui reçoit uniquement le minimum vital, c'est-à-dire la seule chose qui nous intéresse, c'est de maximiser les recettes fiscales, c'est-à-dire je suis au sommet de la courbe de l'affaire, et évidemment, cette formule, quand je la spécialise dans ce cas, me donne ce que j'avais trouvé la fois dernière. Alors, ce modèle d'impôt négatif, c'est pas uniquement quelque chose qui est agréable pour notre modèle, c'est quelque chose qui a été proposé. Pas expérimenté tel quel, mais proposé. Il a deux éléments. Le premier élément, c'est le revenu minimum. Chacun a droit à un revenu minimum, c'est l'allocation universelle. Et deuxièmement, il y a un taux, un taux plat. Alors, bien entendu, si je veux discuter ceci dans un contexte un petit peu plus réaliste, il faut tenir compte du fait que grand R, que j'obtiens ici, sert non seulement à financer l'allocation universelle, mais sert également à financer le bien collectif. Ça compliquera un tout petit peu mon analyse. Je peux d'ailleurs la compliquer de façon intéressante, par exemple en mettant des corrélations entre les caractéristiques productives des agents et leur goût pour le bien collectif. Il se pourrait que les pauvres n'aiment pas le bien collectif, au contraire qu'ils l'aiment beaucoup, que ce ne soit pas le cas des riches, et je peux enrichir l'analyse de façon tout à fait intéressante. Je ne le ferai pas ici, je passerai à la deuxième version du modèle du modèle de Diamond-Murlis que j'ai présenté ici. C'est le modèle de Diamond-Murlis tridimensionnel. Alors ça veut dire quoi? Bien simplement, je vais avoir deux types de travail. Du travail qualifié et du travail non qualifié. Avant, j'avais qu'un type de travail. Alors, quand je veux dire que j'ai deux types de travail, avant, j'avais peut-être deux types de travaux aussi, mais ils étaient substituables avec des taux donnés. C'est-à-dire, je pouvais le ramener à un seul type de travail. Maintenant, c'est deux catégories de travail qui ne sont pas entièrement substituables. C'est-à-dire que si je mets le plus de l'un, je peux mettre un peu moins de l'autre, mais avec des ratios qui sont modifiés qui dépendent de la proportion dont je pars. Alors donc je suis dans un monde à 3 biens, je suis dans un monde à 2 facteurs. Alors pour comprendre un monde à 2 facteurs, il est utile de revenir à cette figure. Parce que cette figure va nous donner toute une série d'indications utiles sur ce qui se passe dans ce monde à 2 facteurs. Alors pour nous, travail qualifié, travail non qualifié.
Plus tard, je ferai des applications dans lesquelles j'appellerai ça le capital et le travail. Hein, mais pour l'instant, j'appelle travail qualifié, travail non qualifié. Alors, oui, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ici, j'ai mis en abscisse, W1, c'est le salaire du travail non qualifié. W2, c'est le salaire du travail qualifié. Qu'est-ce que c'est ce point? C'est un vecteur W1, W2, ici, ce point-là. Et il est sur cette courbe. Ça veut dire que si moi, entreprise, je fais face à ce prix du travail qualifié, donc je suis une entreprise, j'utilise simplement deux facteurs, je suis dans un monde avec deux facteurs, un travail qualifié et non qualifié. Qu'est-ce que veut dire ce point? Ça veut dire que le fait qu'il soit sur cette courbe, ça veut dire que si j'utilise du travail qualifié et du travail non qualifié, que le prix pour moi est W1 et W2 tels qu'ils sont marqués ici, et que je l'utilise de façon optimale, c'est-à-dire que je rends au minimum mon coût, eh bien mon coût est égal à 1. Donc ce point, c'est un vecteur de salaire tel que le coût pour l'entreprise associé à ses salaires, lorsque l'entreprise s'y prend au mieux, est égal à 1. Qu'est-ce que c'est que la courbe ici? Eh bien, c'est l'ensemble des couples de salaires pour lesquels le coût minimum pour l'entreprise est égal à 1. Alors le fait qu'elle soit... qu'il y a un ensemble convexe au-dessus, c'est un résultat de la théorie de la production. Hein. Le fait qu'elle ait cette allure, c'est pas surprenant. Hein. Si oméga 1 augmente, il faut que oméga 2 diminue pour que je puisse toujours produire avec le frein 1. Alors, une propriété intéressante qu'il est utile de comprendre pour comprendre un peu ce monde et voir la différence qu'il introduit par rapport au précédent, c'est que la normale à cette courbe, donc cette courbe, c'est coût égale constante. Coût en fonction, coût de production du bien égale 1, en fonction du prix des facteurs. Et je prétends que le vecteur perpendiculaire à cette courbe ici, qui a comme composante O1 et O2, alors qu'est-ce que c'est O1 et O2? O1, c'est la quantité de travail non qualifié que j'utilise en ce point, pour ce coût des facteurs. O2, c'est la quantité de travail qualifié que j'utilise pour ce coût des facteurs. Donc ça, c'est le vecteur qui représente mon utilisation des facteurs dans cette configuration, qui est l'utilisation optimale, et je prétends que ce vecteur est perpendiculaire. Est perpendiculaire à cette courbe d'isocoût. Alors pourquoi l'intuition aussi là est facile à comprendre? Si au lieu d'être en ce point-là, je me mets en un point voisin, dans lequel je change oméga 1 et oméga 2, mais dans lequel, si je ne change pas, je change mon salaire de qualifié, mon salaire non qualifié. Mais provisoirement, donc étant donné ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux d'abord ne rien changer à ma demande de travail qualifié, ma demande de travail non qualifié. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je peux toujours produire une unité. Quels sont... alors pourquoi donc si je me mets en ce point-là, je dis je peux me mettre en ce point-là et rien changer, ma variation de profit va être nulle. Mais naturellement, je devrais changer quelque chose. Je devrais changer quelque chose pour améliorer mon profit. Mais en changeant quelque chose, je ne vais améliorer mon profit que du second ordre près. C'est un petit changement. Le premier ordre, c'est comme le petit changement, linéairement le petit changement. Le second ordre, c'est le carré du petit changement. Donc en ne faisant rien, ça c'est le théorème de l'enveloppe, par ce petit changement oméga 1, oméga 2, je laisse mon profit inchangé. Il est plus optimal, mais il est inchangé au premier ordre. Ça implique évidemment que ce petit changement qui laisse le coût inchangé est perpendiculaire au vecteur d'offre de qualifié non qualifié que j'ai ici. Donc voilà un petit. Donc on entre dans un monde un peu différent, puisque a priori dans ce monde, ce que je vais faire au niveau de la consommation, etc., va non seulement va avoir des effets sur les salaires des qualifiés et des non qualifiés. Donc ces effets sont pour moi, a priori, ont des conséquences redistributives. Jusqu'à quel point je dois en tenir compte ou pas? Et ça sera un petit peu au cœur de notre réflexion. Alors qu'est-ce que c'est dans ce monde? Si j'ai ces deux biens, et que je sais les identifier, c'est-à-dire je sais reconnaître le travail qualifié et le travail non qualifié. Hypothèse qu'on peut discuter, lorsqu'on essaiera de discuter un tout petit peu de la taxation des bas revenus, on reviendra très largement là-dessus, mais admettons que je sais les identifier. Eh bien, je suis dans le modèle de Diamond-Morley avec trois biens. C'est-à-dire que j'ai un taux de taxe sur le travail qualifié, un taux de taxe sur le travail non qualifié, j'ai le même R, le même transfert, c'est-à-dire
je peux observer le travail qualifié et le travail non qualifié, et je peux les taxer différemment. Je ne peux pas prouver, je ne peux pas vérifier que les agents ont cette qualification. Ils peuvent toujours ne rien faire. Je ne peux pas les empêcher de rien faire. C'est le principe de taxation, c'est l'information asymétrique qui reste là-dedans. Donc, alors quels sont les résultats dans ce modèle? Bien, si je refais les hypothèses précédentes, à savoir l'hypothèse sur l'effet revenu, qui porte entièrement sur le bien de consommation. Si je mets des objectifs redistributifs, alors j'ai mu de 1 moins 1 qui est positif. C'est-à-dire que si vous êtes le travailleur non qualifié, la valeur sociale du revenu du travailleur non qualifié, associée à un objectif redistributif, est supérieure à son coût social, qui est 1, puisque si je donne une unité de revenu, il consomme cette unité de revenu. Et si j'applique la formule précédente évidemment s'applique, mais bien par bien. Vous voyez bien que le signe de la taxe est l'inverse du signe de mu de 1 moins 1. Donc ça veut dire que dans le modèle de Diamond-Murley, dans ce monde simple, je subventionne le travail non qualifié. Je le subventionne à la consommation. La corrélation, c'est que au niveau de la production, il ne se passe rien. Il y a efficacité de la production, c'est-à-dire que la production se fait de façon efficace. Alors ici, comme il y a qu'une entreprise, c'est pas c'est plus difficile à. Mais enfin, disons, il n'y a aucune raison de distordre ce qui se passe au niveau du système de production. Par contre, j'agis sur les prix à la consommation, et les prix à la consommation, c'est le salaire du travail non qualifié, et ce salaire, il doit être augmenté par rapport à sa valeur telle qu'elle résulte de la production. Alors, si je mets n bien au lieu de je reste dans ce modèle, mais je mets n biens, c'est-à-dire qu'il y a des biens de consommation. Alors, je vous avais montré les formules dans ce cas-là, dans le cas de ce modèle. La fiscalité sur les biens a une logique identique, une logique redistributive au sens large. C'est-à-dire qu'on tend à subventionner les biens qui sont consommés par les pauvres, entre guillemets, enfin au sens de mes formules, qui c'est quand même un sens relativement précis par rapport au sens vague que j'ai ici, et à taxer les biens qui sont consommés pour les riches. C'est-à-dire qu'il appuie la logique redistributive. Ça, donc, c'était Diamond-Murley avec 3 biens. Ben, je vais très doucement, alors il faudrait que j'accélère. Là, je présente une autre version pour montrer que ce modèle a beaucoup de possibilités d'application. Je vais vous montrer ce qu'on appelle parfois, c'est un modèle auquel je ferai allusion lorsqu'on discutera justement de la taxation des bas revenus, on reviendra un petit peu à des questions de politique économique. C'est ce que j'appelle le modèle d'occupation pure. Donc dans ce modèle, il y a 3 occupations ou qualifications. Et je me demande comment les gens vont les choisir. Pour l'instant, les gens avaient des occupations, des qualifications qui étaient données. Maintenant, je vais m'intéresser à la manière dont ils vont les choisir. Alors, soit la première qualification, ou plutôt la première occupation, c'est de ne rien faire. Alors, ne rien faire, ça ne veut pas nécessairement dire ne rien faire, mais ça veut dire aller dans l'économie informelle, enfin, n'être complètement pas dans le système. La deuxième, je l'appelle 1, c'est le travail non qualifié. La troisième, je l'appelle 2, c'est le travail qualifié. Et je fais l'hypothèse qu'il n'y aura absolument pas de choix d'intensité du travail, en quelque sorte, j'appellerai ça la marge intensive tout à l'heure, mais simplement des choix d'occupation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans l'occupation, on est à plein temps et il y a un certain salaire. Alors si vous êtes dans l'occupation 0, et dans le secteur informel, vous avez le salaire W0, si vous êtes dans l'occupation 1, vous avez W1, W2, vous travaillez tout le temps, donc vous avez travaillez une unité de temps, donc W1 et votre salaire W1, W2, c'est votre rémunération, je les identifie bien sûr. Et je fais l'hypothèse évidemment que ces qualifications, ces occupations sont observables, donc que je peux mettre en place, moi, gouvernement, un revenu après impôt que j'appelle C de I, qui est égal à W de I moins T de I, moins étant T de I pour un positif et négatif bien entendu. Et compte tenu de ça, bien, les gens vont prendre leurs décisions d'occupation. Étant donné les taxes sur les revenus, ceci à une occupation à plein temps dans la catégorie désignée, je prends des décisions. Alors j'ai visualisé ici quelles étaient les décisions d'occupation. Petit a, c'est votre coût d'acquérir la qualification 1. C'est sur l'axe des X. Petit b est votre coût d'acquérir la qualification 2.
Et chacun, étant donné qu'il n'y a pas de coût pour acquérir la qualification 0, je suppose ici, enfin où c'est des coûts relatifs, hein, et si vous prenez un point dans le carré, il est associé à chacun à un point dans le carré, hein, et décrit par un point dans le carré, c'est-à-dire par un vecteur AB qui décrit son coût pour accéder à l'une et l'autre. Alors compte tenu de ça, vous voyez ici, j'ai visualisé. Ça, c'est la zone avec des hachures verticales et la zone avec des hachures horizontales. Et vous voyez que les gens tous les points AB, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans la zone avec des hachures horizontales, choisissent l'occupation 2. Vous voyez, toutes les personnes qui sont sur cette diagonale ici sont indifférents entre l'occupation 2. Alors oui, qu'est-ce que j'ai mis ici? Pardon, j'ai oublié de vous dire. Cette droite-là, c'est C1 moins C0, c'est ce que je gagne lorsque je passe à l'occupation 1. Et cette droite, c'est C2 moins C0, c'est ce que je gagne lorsque je passe à l'occupation 2 par rapport à l'occupation 0. Et donc, il y avait vraiment trois catégories. Selon que si je me trouve dans la zone blanche ici, ça veut dire que je reste dans l'occupation 0, je n'ai absolument pas intérêt à rejoindre l'occupation 1 ou l'occupation 2. La zone horizontale, je vais dans l'occupation 1, et la zone verticale, je vais dans la zone horizontale, je vais dans l'occupation 2, et la zone verticale, je vais dans l'occupation 1. Oui, je ne me suis pas trompé. Donc, étant donné une distribution des coûts des agents, l'annonce de mon revenu après impôt, c'est-à-dire de mes C2I, détermine l'allocation entre les trois occupations. Mais ça, c'est grosso modo donc l'offre de travail dans l'occupation I, que j'ai appelée ici D2I, ou la demande pour l'occupation I, elle dépend de C1 moins C0 et de C2 moins C0. Que I vaille 1, 2 ou 0. Mais vous voyez bien qu'à ce moment-là, C1 moins C0, C2 moins C0, ça joue vraiment le rôle de pi de 1, le salaire dans l'occupation 1, et de pi de 2, le salaire dans l'occupation 2. C'est-à-dire que j'ai des fonctions de demande qui dépendent formellement de pi de 1 et de pi de 2. Je suis dans le modèle de Diamond-Morley, que j'ai simplement réinterprété comme un choix d'occupation. Et ceci, que les productivités soient fixées ou qu'elles proviennent de choix endogènes faits au sein du secteur productif, d'un secteur productif à rendement constant. Et dans ce monde, j'ai efficacité productive aussi, inutile puisque je suis dans le monde de Diamond-Morley. Je reprends ma galerie de modèles. Les trois premiers que j'ai présentés, j'ai présenté DMG, j'ai présenté DM1, DM2 et DM3. Variante de DMG. Maintenant, je vais venir à l'autre catégorie de modèles qu'on avait exploré, c'est-à-dire la fiscalité non linéaire sur le revenu et de biens. Le modèle que j'appelle grand M, cette fois pour Merlis. Et le modèle de Merlis, donc c'est le modèle d'un impôt non linéaire. Je suis dans le même monde que j'étais dans le monde DM1, c'est-à-dire un monde à deux biens. La consommation, le bien de consommation agrégé et le travail efficace. Et j'introduis malgré tout un certain nombre de régularités. En particulier, j'introduis l'idée qu'il y a ce qu'on appelle la condition de Spence-Merlis, c'est-à-dire que les hétérogénéités en matière de productivité sont unidimensionnelles. Il y a un seul degré d'hétérogénéité, c'est l'hétérogénéité sur la productivité. Elle est unidimensionnelle, elle est simple en un certain sens, au sens donné par la condition de Diamond-Morley. C'est-à-dire que ce qu'on voit localement et ce qu'on voit globalement ce qu'on voit, il y a une propriété globale qui est associée à l'hétérogénéité. Alors, quels sont les résultats? Donc ça, c'est le modèle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un barème d'impôt? Bien, c'est une fonction qui a un revenu avant impôt, qui est ici, associé à un revenu après impôt. Mais cette fois, il est non linéaire. Ce que j'avais tout à l'heure, c'était linéaire ou c'était affine. Exactement. Ici, il peut être quelconque. Alors, quelle différence de résultat? Alors, on a vu que ce qu'on avait vu dans le cours, donc c'est ce que j'appelle un petit peu la grammaire de l'argument. Et dans la grammaire de l'argument, ce qui se passe, c'est que quand je réfléchis sur la taxation à un certain niveau de revenu, je dois réfléchir sur ses effets sur ce niveau de revenu, bien entendu, comme avec une logique tout à fait Diamond-Morley. Mais je dois réfléchir aussi sur la modification qu'elle aura, que ce changement de taxe sur ce niveau de revenu aura sur tous les revenus au-dessus.
Puisque si je change légèrement la taxe, je change aussi l'ensemble du schéma de taxation. Et on avait obtenu un certain nombre de résultats. Alors, un certain nombre de résultats qualitatifs généraux. Premier résultat qualitatif, mais vraiment robuste cette fois, c'est que le taux marginal est positif. Alors, il était bien sûr positif dans le modèle d'impôt sur le revenu linéaire, naturellement, mais là, il est positif, c'est beaucoup moins évident, c'est vrai. On avait réfléchi sur la logique de la progressivité, sur les limites de cette logique, par ailleurs, et sur la taxation des hauts revenus. En regardant ces formules, on avait évidemment compris un peu ce qui se passait, mais on avait aussi compris que la robustesse n'était pas considérable, au sens... il n'y a pas une grande robustesse aux données numériques. Tout ça, alors c'est vrai dans les modèles précédents, les élasticités de réponse de l'offre de travail au prix jouent un rôle assez essentiel dans la... les résultats sont très sensibles à ces données. Et il est aussi sensible aux objectifs redistributifs, c'est-à-dire à l'intensité des objectifs redistributifs. C'est ce qu'on a déjà vu avec DM1, s'il n'y a pas d'objectifs redistributifs, etc. Mais avec DM1, c'était assez facile à comprendre, là, cette sensibilité aux objectifs redistributifs. J'y reviendrai, mais ici, c'est un peu plus difficile à comprendre. Ce que j'appelle Murlis étendu, c'est l'abandon de l'hypothèse d'un seul bien de consommation, ce qui m'amène aux dernières classes de modèles qu'on avait évoquées, que j'ai appelées... alors le premier, c'est soit Murlis étendu, c'est-à-dire Murlis, le modèle précédent grand N, dans lequel j'ajoute N biens de consommation, ou je peux aussi l'appeler Diamond-Murlis étendu simplifié, c'est-à-dire c'est aussi le modèle de Diamond-Murlis, puisqu'il y a N biens, dans lequel il y a un bien que j'appelle le travail efficace et que je peux taxer non linéairement, par opposition aux autres biens que je suis obligé de taxer linéairement. Alors on a fait l'hypothèse qu'il y avait N biens, que tous les agents avaient les mêmes préférences sur les biens, que le travail, toujours on avait du travail efficace, le travail était substituable à des taux fixes, donc on avait toujours Spence-Murlis étendu. La fiscalité directe était non linéaire et on avait une hypothèse de séparabilité entre le loisir et la consommation, qui faisait que si vous étiez à un certain niveau de revenu, si vous l'aviez décidé parce que vous étiez très productif, vous ne travaillez pas beaucoup, parce que vous êtes peu productif, que vous travaillez beaucoup, vous avez quand même les mêmes goûts pour les biens. C'est ça l'histoire de séparabilité. Alors dans ce monde-là, les taxes à la consommation sont inutiles. L'impôt sur le revenu fait l'ensemble du travail. L'impôt sur le revenu Uber à l'aise, j'avais dit... c'est malgré tout une façon de dire. Je pourrais aussi interpréter cet impôt sur le revenu comme la combinaison d'un impôt sur le revenu stricto sensu et d'un impôt sur la consommation linéaire. Je peux également. C'est une question d'interprétation. Évidemment, l'impôt sur le revenu a les mêmes caractéristiques que l'impôt sur le revenu à la Murlis. Ce n'est pas évidemment le même impôt. Enfin, les caractéristiques précises dépendent bien sûr du monde dans lequel je suis, du nombre de la caractéristique des biens, des préférences pour les biens, etc. Mais c'est la même logique. Alors la deuxième extension, je l'appelle Diamond-Murlis étendu 1. On conserve l'idée d'hétérogénéité unidimensionnelle des caractéristiques sur la productivité. On abandonne la séparabilité entre loisirs et consommation. Éventuellement, on abandonne l'identité des préférences des agents, ils peuvent être plus variés. Et à ce moment-là, on trouve que la logique des taxes indirectes est un peu différente. La logique des taxes indirectes, elles sont compléments de l'impôt sur le revenu et elles aident à assouplir les contraintes d'incitation, en quelque sorte. Ou à les rendre plus mordantes selon la manière dont on regarde les choses. Alors, troisième extension, c'est Diamond-Murlis étendu 2. On garde la même chose, impôt sur le revenu non linéaire, mais on ne fait plus d'hypothèses sur les préférences et la substituabilité du travail. Et dans ce cas, on a bien du mal à comprendre l'interaction entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les biens. Il faut, de façon générale. Alors, donc ça, c'est un petit peu la galerie de modèles qu'on a explorée. La galerie de modèles on a visité, ces modèles, donc on les connaît bien, on n'est pas mal à l'aise, on a des petites intuitions dessus. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Dans tous ces modèles, j'aurais pu mettre un bien collectif ou plusieurs biens collectifs. Ça n'aurait pas changé l'analyse qualitative que j'ai faite de la fiscalité, etc. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Ça aurait changé, évidemment, le bien collectif, il faut le produire. Donc une partie des ressources, en particulier des ressources fiscales, ça aurait été consacrée à la production de ce bien collectif. Ça va de soi. Première chose. Deuxièmement, est-ce qu'on en produit, combien on en produit ?
on n'est plus dans le même monde que dans le monde dans lequel on a appris la règle qui nous conduisait à une production optimale. C'est ce qu'on appelle la règle de Samuelson. La règle de Samuelson, c'est une règle de first best, à nouveau, qui dit que vous produisez jusqu'au moment où le coût marginal du bien est égal à la somme dans la société des consentements marginaux à payer. C'est-à-dire vous regardez ce que chacun est prêt à payer pour une unité de plus, vous faites la somme, et tant que le coût marginal est plus faible, vous augmentez la production de biens collectifs. Ça s'appelle la règle de Samuelson. Alors là, la première question à poser, la première question théoriquement intéressante à poser, c'est qu'est-ce que devient la règle de Samuelson? C'est-à-dire, est-ce qu'on produit plus ou moins de biens collectifs? Alors, ce que devient la règle de Samuelson, je vous l'ai écrite quand même pour le plaisir, parce que c'est quand même sympathique. Encore, je n'ai pas défini le coefficient K, mais elle vous dit qu'on doit produire jusqu'au moment où le coût marginal est égal à tout ce qui est dans ce second membre ici. Alors, qu'est-ce que c'est le premier élément du second membre? C'est 1 moins K, où K n'est pas très grand, mais positif, de la somme des consentements à payer. Donc, il y a un premier biais qu'on produit du bien collectif en utilisant une formule qui égalise le coût marginal non pas à la somme des consentements à payer, mais à la somme des consentements à payer réduite par un certain facteur. Et puis, il y a ensuite 3 autres termes, plus phi. Et phi, c'est 2 termes. Enfin, c'est 2 termes assez compliqués, que je ne vais pas... vous voyez bien que, par exemple, ça, c'est 3 termes un peu compliqués. Par exemple, celui-ci, c'est quelque chose qui a à voir avec la covariance des valeurs sociales, alors brutes cette fois, du revenu et des consentements à payer, c'est-à-dire qui tient compte du fait que ce sont les pauvres ou les riches qui aiment le bien collectif. Ça, c'est un facteur correctif que je ne vais pas discuter ici. Mais donc voilà la formule. Donc il y a en quelque sorte la conjecture qu'on peut faire à partir de cette formule, c'est qu'on va produire moins de biens collectifs que dans un monde de first best. Alors ça, c'est une conjecture, c'est pas un théorème, c'est pas parce que la formule est comme ça. Comme par rapport au monde de first best, tout a changé, il n'est absolument pas sûr que ceci induise à produire moins de biens collectifs. Mais évidemment, il y a un biais quand même relativement négatif qui apparaît dans cette formule et qui est lié au fait que ce bien collectif est financé par des moyens qui ne sont pas les moyens les plus... Non, je souhaite toujours que l'on redémarre. Voilà. Alors les formules de taxation ont évidemment la même forme, on va dire que les taxes sont les mêmes, bien entendu. Alors vous allez dire qu'ici, là, j'ai fait ça sous l'hypothèse que le centre avait toute l'information sur les préférences des agents sur le bien collectif. Je suis sorti de mon monde d'information asymétrique, je suis rentré dans le monde de first best de Samuelson. Maintenant, il faudra ajouter, si je veux être un peu plus réaliste, que le centre n'a pas l'information sur les biens... Mon cours de l'an dernier, j'ai beaucoup discuté de la manière dont on pouvait extraire l'information dans des cas particuliers, des mécanismes de growth, etc. Pour des biens collectifs généraux comme ça, les bons modes d'extraction de l'information ne semblent pas très supérieurs au mode le plus grossier qui est le vote. On peut faire un petit peu mieux, mais pas beaucoup. Évidemment, tenir compte de ça a des influences, a évidemment des conséquences pour le niveau de production de biens collectifs, mais ça dépasse ce que je voulais voir ici. Donc ça, c'est les modèles. Je suis resté un petit peu trop longtemps sur cette galerie de modèles, et je voudrais maintenant m'interroger sur la culture. La culture, c'est important. Et le sous-titre de cette partie, c'est « Exit la culture théorique du first best ». Et donc là, c'est assez affirmatif, et ensuite c'est un peu interrogatif, c'est la résistible ascension de la culture du second best. Alors je vais essayer de commenter ça, cette résistible ascension. Alors qu'est-ce que c'est que la culture du first best? Je vais revenir sur un certain nombre d'affirmations que les économistes auxquelles se sont ralliés au moins à un certain moment, qui sont dans la culture des économistes, et je vais voir comment elles sont modifiées. Alors la première de ces affirmations, c'est les distorsions entre les prix à la production et les prix à la consommation sont coûteuses. Ça, c'est vraiment tout le début du cours, dans lequel j'avais essayé de réfléchir sur la perte sèche généralisée, sur
ce qu'on veut dire de plus général sur les pertes sociales liées aux distorsions entre les prix à la production et les prix à la consommation. Puisque ces distorsions impliquent que ce qui est le moins cher pour le consommateur n'est pas ce qu'il est moins cher de produire dans le secteur de la production. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on avait joué et on avait mis en particulier en évidence le rôle que jouent les élasticités sur les pertes sociales. Donc ça, c'est un premier point. Alors deuxième, et c'est la première sur laquelle je vais revenir naturellement. Deuxième affirmation, le marché fait émerger le bon système de prix. Les prix qui émergent sur le marché, c'est ce qu'on a de mieux pour notre usage, lorsqu'on veut s'interroger sur la licéité de telle ou telle opération. Il y a une troisième affirmation, c'est que les contraintes quantitatives, les obstacles que vous mettez de façon quantitative, par exemple le rationnement, si vous êtes promené en Union soviétique il y a 40 ans, vous pouvez voir que le rationnement était un mode d'allocation assez répandu des biens rares. Et les économistes occidentaux pensaient que ce n'était pas une bonne idée et que le rationnement n'est pas une bonne manière de procéder. Donc ça, c'est les contraintes quantitatives. Rationnement, gratuité, tout ça sont inutiles. Et puis il y a une quatrième idée. Alors j'ai rassemblé 4 idées. C'est évidemment assez informel. J'aurais pu probablement, en regardant les choses de façon un peu différente, traverser le sujet, rester transversal avec des affirmations un peu différentes. C'est les bénéfices de la grande taille. J'ai mis plus on est de fous, plus on rit. Mais enfin, grosso modo, plus on est de gens à commercer, ça c'est la version commerce international, mieux ça vaut, plus on est dans des organisations de grande taille, mieux ça vaut, etc. Il y a ceci dans la culture du first best, et d'ailleurs pour des raisons profondes sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Alors je vais revenir sur ces affirmations pour voir ce qu'on peut... Est-ce qu'elles subsistent dans le monde qu'on vient d'explorer, qu'est-ce qu'on peut dire de ces affirmations ? Est-ce qu'on les accepte toujours ou est-ce qu'on les accepte plus ? Est-ce qu'on les remplace par quelque chose qui est aussi clair ou pas ? Alors vous devinez que ce que je vais dire, c'est qu'on les remplace par quelque chose qui n'est pas aussi clair. Alors, existe la culture du first best. Les distorsions près la production, près la consommation sont coûteuses. On a complètement changé d'avis là-dessus. Enfin, tout ce qu'on a fait, c'est justement donner une nouvelle grammaire de l'argument. Alors là, je rappelle la formule Ramsey à plusieurs personnes, qui est la formule de fiscalité optimale de Diamond Morlis. Elle met en évidence sur le second membre des choses qui sont les coûts des distorsions, c'est un peu ce qu'il y a sur le membre de gauche, et ce qui, sur le membre de droite, c'est un peu les avantages des distorsions, c'est-à-dire les bénéfices redistributifs. Donc les distorsions ont des coûts, mais elles ont aussi des bénéfices, et d'ailleurs, il y a des distorsions optimales qui égalisent les coûts et les bénéfices, c'est le message de Diamond Morlis. Bon, dans Morlis aussi, là, on a vu un petit peu la logique de la progressivité. J'ai déjà dit, donc je vais peut-être le répéter, c'est-à-dire que les effets d'une modification du taux de taxe sur une classe de revenus, ce sont les effets que l'on appréhende dans une logique de modèle Diamond Morlis où, en quelque sorte, le bien produit par cette classe de revenus serait taxé indépendamment des autres. Mais il y a un effet de report sur les admis supérieurs, et donc il y a un rôle dans les formules que l'on va retrouver qui vont donner les distorsions optimales du poids relatif de la classe considérée et du poids de ceux qui sont au-dessus. Donc, en particulier, on avait vu dans Diamond Morlis que l'idée de taxer les pauvres pour taxer les riches était quelque chose qui était implicite à nos formules. Dans nos formules, on taxait aussi les pauvres, non pas parce qu'on aimait bien les taxer, mais parce que c'était un moyen de taxer les riches. Et parce que aussi, dans le modèle de Diamond Morlis, les pauvres ne font pas des choses très importantes pour la société. Il y avait un petit peu ces choses-là. Donc, on n'a pas... c'est sûr qu'on n'a plus la même idée de la culture du first best. Mais je dis, la culture alternative est extrêmement fragile. Par exemple, avec Diamond Morlis 1, un seul type de travail, alors on avait taxation marginale du revenu positif, aussi bien que dans le modèle de Morlis. La taxation marginale du revenu est positive dans Morlis, la taxation du revenu est positive dans Diamond Morlis 1, dans le modèle d'impôt négatif à taux plat. Par contre, dans DM2, avec 2 catégories de travail dont un non qualifié, alors on a trouvé que le travail non qualifié est subventionné. Ça paraît complètement contradictoire. Et c'est contradictoire. Donc on a du mal à faire émerger. Alors qu'est-ce qu'on devrait croire à nouveau ?
Alors là, je reviens aussi, je repasse un petit peu toutes les intuitions qu'on a pu avoir, je les ai dit tout de suite. Hein, dans Murlis, donc taux marginal d'imposition positif, je viens de le dire, hein, dans le modèle simplifié, pas de taxe sur les biens. Alors là, c'est vraiment la culture du first base qui revient. Hein. Il n'y a pas de taxe indirecte, il n'y a que des taxes directes. Hein. C'est un retour en force, pas complet, mais c'est un retour en force très, très important de la culture du first best. Hein. Mais c'est plus vrai lorsqu'on prend des amendes de Murlis étendues, c'est-à-dire qu'on prend des hypothèses relativement raisonnables sur l'hétérogénéité, sur les différences de goût des agents pour les biens, etc. Mais on n'a pas de conclusion robuste. Hein. Sur la progressivité, on a une grammaire de l'argument claire, mais de maîtrise délicate. Hein. Sur la logique impôt direct et impôt indirect que je viens d'évoquer, là, la fiscalité sur les biens mêle incitation, objectif redistributif d'une façon, mais théoriquement mal connue. Je ne vous ai pas présenté des modèles un peu... Moi, je vous ai présenté qu'un modèle relativement simple hein, là-dessus, mais on peut essayer de comprendre... Je crois que du point de vue théorique, on comprend moyennement bien ce qui se passe, et on n'a pas de théorie très satisfaisante. Alors, je vais revenir justement sur cette question, taux marginal positif, où on subventionne le travail des non qualifiés. Alors, c'est pas simple. Alors, je dirais, c'est évidemment une intuition conflictuelle. Hein, et je dirais aussi, cette intuition conflictuelle alimente des perplexités de politique économique. En matière, que je vais aborder plus longuement la fois prochaine, mais c'est ce que j'appelle la taxation des biens revenus. Faut-il une forte taxation marginale et un fort revenu minimum? Donc, fort revenu minimum, forte taxation marginale, ça va d'ailleurs un petit peu ensemble, s'il y avait beaucoup de revenu minimum. La forte taxation marginale aide à taxer les riches, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça va relativement ensemble. Ou faut-il une subvention qui serait une subvention à l'activité, c'est-à-dire au début de l'activité, à l'activité peu rentable, hein, enfin peu rentable au taux de marché, hein, c'est-à-dire avec un taux marginal négatif. C'était la conclusion du modèle, dont je n'ai pas discuté d'ailleurs le réalisme, mais du modèle que j'ai appelé DM2. Alors, cette question que vous êtes posée en regardant les modèles, bien entendu, on peut se la poser en regardant les systèmes fiscaux. Par exemple, aux États-Unis, il y a des subventions à l'activité, ça s'appelle l'Earned Income Tax Credit, hein, un crédit d'impôt, etc., qui a à peu près cette allure. Alors ça, c'était pour un couple avec 2 enfants, je ne me rappelle plus de l'année, c'est aux alentours de 2000. Hein. Donc jusqu'à 13 000 $. C'est comme des revenus assez faibles, donc c'est des revenus par an. Hein. Lorsque vous gagnez, donc vous êtes ici, lorsque vous gagnez 1 avant impôt, l'État ajoute à la cagnotte, je crois que c'est 50% hein, au départ. Hein. Donc vous gagnez 1,5. Jusqu'à un certain moment, pardon, ça va depuis le début jusqu'à 13 000 $. Ensuite, entre 13 000 et 17 000, c'est à peu près 1 pour 1. Quand vous gagnez 1, vous n'êtes pas taxé, mais vous n'avez en mode rien. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le phasing out, la phase de sortie entre 17 000 et 40 000, où à ce moment-là, vous avez un taux marginal de taxation qui redevient positif. C'est ce qui est ici. Et qui ramène vers 40 000 à quelque chose où revenu avant impôt et revenu après impôt sont à peu près identiques. Alors ça, c'est le système américain. Les systèmes européens sont en général plus proches de 1. Et il y a toute une série de discussions, d'ailleurs le système français qui évolue par ailleurs, il y a toute une série de discussions autour de ça. Alors, comment réfléchir sur cette question? Donc, c'est pas simplement une question théorique que j'ai trouvée en regardant mes modèles, hein, mais c'est une question que les gens ont rencontrée et apparemment, à l'arrière-plan de la question théorique que j'ai posée, il y a toute une perplexité de politique économique qui est reflétée dans l'existence à travers le monde de systèmes tout à fait différents de taxation des bas revenus. Alors, comment réfléchir à ce modèle? Alors, quel est le meilleur modèle? Est-ce que c'est DM1 étendu, DM1 ES simplifié ou DM2 étendu? La réponse, c'est que aucun. Aucun de ces modèles n'est le bon modèle pour réfléchir là-dessus, parce qu'aucun ne tient compte, j'ai fait ça pour, évidemment, on a appris des choses, mais aucun ne tient compte de quelque chose qui est essentiel dans cette question de politique économique, qui est ce qu'on appelle la différence entre la marge extensive et la marge intensive. La marge extensive désigne que vous pouvez ne pas travailler ou travailler. C'est le choix entre 0 et plein temps.
soit vous décidez de travailler, soit vous décidez de pas de travailler. Entre 0 et plein temps, il n'y a pas beaucoup de choix, en fait. Donc j'ai créé des modèles tout à l'heure dans lesquels il y a uniquement de la marge extensive. Vous pouvez faire des choix 0,1 de travail. Alors c'est différent de la marge intensive. Alors marge intensive, ça veut dire que vous pouvez travailler... Alors marge intensive, vous pouvez travailler moins d'heures. Ça, c'est la marge intensive. Vous pouvez travailler moins assidûment dans une qualification et vous gagnerez moins. Vous pouvez décider d'un choix de qualification plus bas parce que c'est plus reposant ou vous aimez mieux, etc. Ça, c'est la marge intensive. Donc, il va falloir, si on veut réfléchir à cette question, qui, en termes de politique économique, met en cause énormément la décision des agents de participer au marché du travail, on ne peut pas le faire avec des modèles qui ne mettent pas au premier plan la réflexion sur la différence entre marge extensive et marge intensive. Alors là, par exemple, je vais m'arrêter pour cette partie ici, j'ai un modèle dans lequel il y aurait qui va être uniquement un modèle de marge extensive extrêmement simple. Je vais faire un modèle uniquement de marge extensive extrêmement simple. Vous avez 3 possibilités. Vous avez des emplois à plein temps. Dans la qualification 1, non qualifié, la qualification 2, qualifié. Les qualifications sont données, on est dans le court terme, elles ne modifient pas, ou vous pouvez vous pouvez aller sur le marché informel, enfin dans le secteur informel, ou 0 absence d'activité. Donc, dans ce modèle-là, qu'est-ce qui se passe ? Si vous travaillez à plein temps en étant non qualifié, vous obtenez W1. Si vous travaillez à plein temps en étant qualifié, vous gagnez W2. Et qu'est-ce que c'est ? Et si vous avez C0, qui est-ce que vous obtenez quand vous êtes dans le secteur informel, qui est l'équivalent de l'allocation universelle tout à l'heure, enfin, qui est-ce que vous obtenez, le revenu minimum que vous obtenez. Et C2, C2, c'est des éléments du système fiscal, c'est ce que choisit l'État, c'est le revenu après impôt correspondant à des revenus avant impôt, W1 et W2. Et dans ce monde, si je mets que la marge extensive, les seuls choix, c'est les gens qui sont en 0, ils hésitent entre rester en 0, aller en 1 ou aller en 2 éventuellement. Et les gens qui sont en 2, ils hésitent entre rester en 2 ou aller en 0. Les gens qui sont en 1 hésitent entre rester en 1 ou aller en 0. Mais personne ne va de 1 en 2. Je n'ai pas de marge intensive. Je n'ai que la marge extensive. Ce modèle, en fait, c'est un cas particulier de Diamond-Morley. C'est même un cas particulier de ce que j'ai appelé DM2. C'est-à-dire du Diamond-Morley dans lequel j'avais 2 qualifications et j'ai taxé ici. Sauf qu'ici, ma taxation est beaucoup plus simple, mais en fait, il est isomorphe parce que ce qui joue le rôle, à nouveau comme tout à l'heure, ce qui joue le rôle des prix dans Diamond-Morley, du prix du travail qualifié, c'est C1 moins C de 0. Ce qui joue le rôle du prix du travail qualifié, c'est C2 moins C de 0. Et les formules que j'obtiens sont celles que j'ai obtenues dans DM2. Et voilà la formule qui me dit que W1 moins C de 1 moins C de 0 multiplié par la dérivée de l'offre pour le travail d'offre d'occupation qualifiée, de demande d'occupation qualifiée par rapport au prix de l'occupation qualifiée, qui est à nouveau C de 1 moins C de 0, est égal à moins lambda de 1, qui est la valeur sociale brute du revenu, moins 1, ce qui donne la valeur sociale nette, multipliée par D de 1. Ce sont exactement les formules de DM2. Simplement, ce qu'est la taxe ici, c'est la différence, la taxe au signe près, c'est la différence entre le prix à la consommation du travail qualifié, qui est C1 moins C de 0, moins son prix à la production, qui est W1. Donc c'est la formule précédente. Et de cette formule, il est évident que C1 moins C de 0 est supérieur à W1. C1 moins C de 0, c'est ce que je gagne si je décide de travailler. C'est supérieur à W1, la valeur à la production de mon travail. Donc je suis dans Earned Income Tax Credit, c'est-à-dire que il y a une subvention au working poor en anglais, que l'on voit apparaître ici. Alors, c'est pas étonnant, j'ai simplement réécrit le problème avec une marge extensive. Il est devenu extrêmement proche du problème des M2, mais c'est pour vous montrer le type de réflexion dans laquelle on doit s'engager si on veut essayer de préciser notre intuition sur ces sujets. Je vais dire ça tout à l'heure, mais c'est l'économie politique, c'est plus amusant, mais je vais le faire tout à l'heure. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête 3 minutes, si vous le voulez bien. On va reprendre en 3 minutes. Merci.